Je vais peut-être demander à Dominique Sénéquier de réagir d'un point de vue de l'asset manager qu'on a évoqué, que plusieurs personnes ont évoqué, ce débat sur la liquidité. Quelle est la gestion d'actifs en tant que représentant de la gestion d'actifs? Est-ce que ça peut être aussi un sujet de préoccupation? Sur le private equity, on l'a organisé par un marché secondaire qui est donc devenu essentiel à assurer la liquidité sur un marché, même si ce marché n'est pas immense, puisque vous le savez, c'est un marché qui fait uniquement 3 trilliards de dollars. Ce n'est pas non plus un marché colossal. Celui en tout cas qui est géré par des fonds, des asset managers, avec une qualité de soit QPAM à New York, soit régulé par la FCA ou l'AMF à Paris. Donc c'est vrai que par rapport à ce que... Donc, tout marché, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, tout marché, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché, ça c'est clair, ou en tout cas il n'y a pas beaucoup d'évaluation non plus, c'est ou l'un ou l'autre. Alors, vous m'aviez demandé sur la partie, disons, shadow banking, et pour revenir sur ce que disait M. Queret, et sur en fait, effectivement, les financements ont changé par rapport à il y a 20 ans. Je crois qu'il y a 20 ans, quand j'ai connu Alain, mais peut-être même 40 ans, je crains qu'il y ait 40 ans pratiquement. Bon, passons, on va dire 35. Il y avait les banques finançaient à peu près 85%, et puis c'était 15%, nous c'est ce qu'on dit en private equity, 15% à l'extérieur. Aujourd'hui, ce ratio est changé, c'est 85% en dehors des banques et 15% par les banques. Alors, ces chiffres sont toujours très difficiles à croire, pour différentes raisons, je ne veux pas être trop longue. Alors, vous me demandez mon opinion en fait sur qu'est-ce qu'en tant que gérant de fonds de private equity, est-ce que j'ai peur, pas peur? Je vais vous dire, j'ai pas peur pour les gérants de private equity parce que c'est 3 trilliards. Les 10 premiers gèrent à peu près 1,2 trilliard, enfin 1200 milliards. Hein. Et là-dedans, ils ont entre 20% de gestion de crédit et 75%, le plus gros étant Apollo. Mais donc, c'est assez intéressant de voir tout de suite que le plus gros dans notre métier, c'est Apollo avec 100 milliards de dollars de dette. Pourquoi? Parce qu'il a outsourcé la gestion crédit, vous le savez plus que moi, madame, de la société d'assurance Athem. Donc là, j'ai envie de dire, c'est au régulateur, à l'insurance commissioner, comme je le dis d'ailleurs à nos amis portugais qui ont vendu quelques compagnies d'assurance portugaises à certains pays émergents, d'aller vérifier les placements des compagnies d'assurance. Et donc, effectivement, c'est pas du tout que je veux me défausser d'une responsabilité en tant que gestionnaire de fonds, mais le gestionnaire de fonds, il conclut un contrat de délégation de gestion, et donc c'est à la fois, je dirais, le régulateur de Apollo, normalement la SEC, j'espère, et puis le régulateur de la compagnie d'assurance qui doivent quand même... voilà. Donc, les fonds, je réponds surtout à M. Queret là-dessus, les fonds sont toujours gérés ou presque toujours gérés par des sociétés de gestion agréées, réglementées. Et quand on parle de l'Europe, la IFM a même renforcé les surveillances et les réglementations. Donc, pour moi, je considère que c'est un bon sens. D'ailleurs, certains de nos compétiteurs américains, ne voulant pas subir, je dirais, les réglementations européennes, se dégagent pour ne pas être soumis à ces réglementations qui sont assez contraignantes, mais qui apportent quand même une certaine sécurité. Donc, je pense qu'il y a pas, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est un fonds, c'est plus risqué. Moi, je dirais que c'est quelquefois parce qu'il n'y a pas de fonds que c'est plus risqué. Alors, je vais vous donner des exemples. Je pense que c'est justement quand il n'y a pas d'intermédiation par la gestion d'un fonds collectif que ça peut être plus risqué. C'est-à-dire, je ne vais pas du tout... je respecte beaucoup le métier des banques, mais effectivement, si quelqu'un conçoit un produit et va le vendre directement à des institutions qui sont réglementées, mais pas par la gestion d'actifs, mais qui sont réglementées justement par un département d'assurance, etc., il peut y avoir plus de risques parce que là, le preneur final, je dirais, évidemment, il est sous contrôle de sa hiérarchie, mais il n'est pas sous l'autorité directement d'une agence de réglementation comme la SEC ou l'AMF. Voilà. Donc, je ne pense pas, je pense que le risque, après, il est le preneur final. Et quelle réglementation sur le preneur final? Voilà. Alors, si c'est effectivement des fonds de pension qui prennent directement 3 d'exposure, enfin, au high yield, des choses comme ça,
bon, eux aussi, ils ont quand même à rendre compte à des boards, il y a des boards of trustees, nous on le sait, on a des grands clients américains qui sont des fonds de pension des États, et leurs décisions quand même suivent des process extra plus que sérieux, avec des consultants et tout ça. Donc, je n'ai pas l'impression, mais peut-être je me trompe, que ce soit parce que le financement a shifté en dehors des banques qu'il est un risque démesuré par rapport à la situation précédente. Voilà. Juste un point de commentaire, merci beaucoup Dominique. Nous à l'AMF, la régulation de la gestion d'actifs, c'est évidemment un de nos core business. Nous appliquons en France comme en Europe les grandes régulations, UCITS d'une part et AIFM d'autre part. Il est clair que traditionnellement, notre principal focus était la partie actif des fonds, mais depuis un certain temps, il y a également des règles sur le passif, et c'est un sujet de préoccupation croissant de tous les régulateurs de la gestion d'actifs, de l'AMF en premier, et nous revoyons régulièrement et avec de plus en plus d'acuité, si je peux utiliser ce terme, la gestion actif-passif, notamment des grands gérants français dans l'environnement que vous citez, et contrairement à ce qu'on dit parfois, il y a déjà en Europe, dans le cadre de ces grandes régulations, des règles du jeu qui sont en place et qui vont sans doute petit à petit se renforcer. Est-ce que Benoît Cœuré, sur la liquidité des marchés, juste pour conclure notre débat qui a déjà débordé sur le shadow banking, est-ce que j'ai noté récemment une déclaration d'un responsable de la BOE qui s'assumait en tant que market maker of last resort? Puisqu'il y a des problèmes de liquidité, à la fin des fins, pour répondre à notre banquier Alain Inquiet, qui est l'assureur de dernier sort en matière de liquidité, un responsable de la BOE assume de dire que c'est lui, la BOE, il doit rajouter dans une certaine mesure. Toi, comme représentant de la BCE, que réponds-tu à cette question? Je vais y répondre, enfin je ne commenterai pas sur les positions de la Banque d'Angleterre, mais je vais dire quelle est la mienne. Je voulais d'abord, si tu me le permets, juste dire un très bref mot sur ce qu'a dit Dominique Sénéquier sur la régulation. Bien sûr, les fonds d'investissement sont régulés, ils sont bien régulés, ils sont plus régulés qu'avant. Beaucoup plus régulés qu'avant, et c'est une très bonne chose. Mon point était simplement de dire que la dimension, je me trompe peut-être, mais mon sentiment, c'est que la dimension, disons, de risque systémique, la dimension macro-prudentielle, est aujourd'hui moins développée dans ce champ-là de la régulation qu'elle ne l'a été depuis quelques années dans le champ de la régulation bancaire. Voilà. Et dans la mesure où ce secteur est amené à devenir une part plus importante du fonctionnement de l'intermédiation financière, il y a matière à réfléchir aussi sur les dynamiques systémiques et d'éventuels instruments macroprudentiels. Voilà mon point. Vous savez que l'AIFM a imposé un head of risk, donc nous sommes comme les banquiers, nous avons un head of risk qui procède à des recrutements nombreux parce que chaque rapport de gestion d'un fonds doit comporter plusieurs pages sur le management des risques. Et d'autre part, nos clients eux-mêmes, il faut le savoir, ont, tous les fonds de pension, même les Abu Dhabi, tous les sovereign funds, tous les fonds de pension, ont eux-mêmes des head of risk. Et il faut savoir que les questionnaires que nous remplissons aujourd'hui pour le compliance et le risque sont aussi épais que les questionnaires que nous remplissons sur la gestion. La gestion, c'est-à-dire l'investissement. Donc c'est quand même, il y a un éveil de tout le monde sur ces notions-là qui est très important. Il est exact que les régulateurs comme nous, sur AIFM maintenant, ont des informations sur la liquidité des fonds très très supérieures à ce qui a jamais existé, et c'est la mise en place de ces nouvelles règles du jeu. Mais alors, market maker of last resort. Alors, sur la liquidité, d'abord, market maker of last resort, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est certainement pas notre position. Je ne pense pas que ce soit un service à rendre aux intervenants de marché et au fonctionnement du marché en général que de donner l'idée que de laisser s'installer l'idée que s'il y a un problème de liquidité, la Banque centrale va venir au secours des intervenants de marché. Gérard Ramex a posé la question du capitalisme sans capital. Je pense que l'enjeu de toute la discussion qu'on a ce soir, c'est d'avoir un système qui permet à l'épargne de rencontrer l'investissement. Je résume, c'est l'enjeu de toute notre discussion. Et un capitalisme qui serait financé par de la monnaie banque centrale, je ne pense pas que c'est une forme très saine de capitalisme. Voilà. Donc ça répond à ta question. Alors, sur la liquidité, juste deux remarques très brèves. D'abord, je pense qu'il faut beaucoup de prudence et on est encore dans une phase d'observation et en particulier aucun des événements dont on a parlé, le flash crash sur les treasuries, la correction cet été due à la Chine, on pourrait citer la correction du Bund aussi au printemps 2015,
aucun de ces événements n'a eu le moindre impact sur la stabilité financière ou sur le bien-être des citoyens américains ou de la zone euro. Donc, on a eu peur pendant quelques heures et puis tout s'est bien remis. Voilà. Donc c'est une question, c'est important et intéressant pour le futur, mais ce n'est pas en soi des événements qui sont des problèmes de stabilité financière. Deuxième chose, il y a une dimension très spécifique à la zone euro qui est sur les marchés des titres d'État, le fait que la BCE intervient comme acteur majeur maintenant de ce marché. Donc évidemment, ça a un impact sur la liquidité, je ne vais pas le nier. On essaie de le faire, et notamment parce qu'on est un acteur buy and hold, et donc on a un acteur majeur buy and hold qui apparaît dans le marché. Donc ça, évidemment, ça change les dynamiques de marché. On le fait d'une manière qui est market friendly, dans le sens où on a structuré notre programme pour ne pas handicaper le fonctionnement du marché. Et par exemple, tout simplement, on a une limite à 33% de chaque souche pour les achats de la BCE, qui est liée à d'autres types de contraintes juridiques, l'interdiction du financement monétaire, les clauses d'action collective et j'en passe. Mais c'est aussi lié au fait qu'on ne veut pas se substituer au marché, on ne veut pas interférer avec le fonctionnement du marché. Sur la liquidité plus généralement, je pense qu'il faut quand même accepter le fait que l'ensemble des réglementations qui ont été décidées depuis Pittsburgh, non seulement sur les banques d'ailleurs, mais aussi en matière de marché, les dernières initiatives du FSB sur, par exemple, les haircuts sur les planchers pour les haircuts sur le repo, des choses comme ça, tout ça vise à éviter la formation de liquidités excessives sur les marchés et dans le secteur bancaire. Et donc la situation de départ, qui est la situation de 2006-2007, était une situation de liquidité excessive. La discussion ne doit pas être comment est-ce qu'on revient à cette situation, puisque c'est la situation qui a conduit à la crise. On ne veut pas y revenir. Il y avait trop de liquidité et le prix des services de liquidité, comme l'a dit Sharon, était trop faible. Ce service n'était pas tarifé correctement. Et donc on essaie de recréer des incitations à le tarifer correctement. Pour l'avenir, il me semble qu'il y a deux questions. Il y a une première question qui a été soulevée par Alain Papias, qui est la capacité des grandes banques et éventuellement des grands fonds d'investissement à mobiliser du bilan pour la tenue de marché. Je pense que c'est une question importante. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans le débat sur la séparation bancaire, qui crée toujours beaucoup d'émotions ici à Paris, et qui est une initiative que la BCE soutient, la BCE a soutenu la proposition de la Commission sur la séparation bancaire. Nous pensons que c'est une bonne chose pour la stabilité financière, mais nous pensons également qu'il faut un traitement particulier de la tenue de marché, naturellement. Donc on essaie d'avoir une position raisonnable dans ce débat, tout en étant tout à fait en faveur de la séparation. Donc il faut préserver la tenue de marché, première chose. Deuxième chose, dans cette situation où la liquidité dans la sphère bancaire généralement va baisser, et c'est accepté et même voulu dans le nouveau cadre réglementaire, il faut que la liquidité puisse être fournie aussi par le buy-side et par les investisseurs finaux. Et là, il y a des questions de structure de marché. Et ma crainte, c'est que, notamment avec le trading à haute fréquence sur un certain nombre de segments de marché, on a une sorte de bifurcation de la liquidité qui fait que les acteurs qui ont accès aux prix qui sont sur les écrans, qui sont des prix qui donnent l'apparence de la liquidité, ne sont pas les acteurs qui sont les fournisseurs de liquidité. Et donc, la grande question pour moi, pour les années à venir, c'est comment est-ce que les gens qui sont des acheteurs ou des vendeurs naturels sur tel ou tel risque, et notamment donc les clients finaux, vont pouvoir avoir accès aux prix qui sont sur les écrans. Pour moi, c'est plus important que la question de la régulation bancaire. Merci beaucoup, Benoît. Je vais continuer en passant au sujet plutôt centré sur l'organisation des marchés, en redonnant la parole à Sharon Bowen. Let's switch back into English. Let's now focus on market organization issues. One of the key challenges concerns derivative markets and the fact that we have now mandatory central clearing in US and in Europe. And so what do you think about this new regulation? Some people could criticize them because it's a kind of new concentration of risks in one huge body, which is this CCP. And maybe also a second question, which will interest the audience, is the difficulties that we have between Europe and US to harmonize both rules regarding CCP, the way the CCPs are working. Could you tell us about something about this and about the delicate negotiation between European Commission and US? I'll answer the easier question first, which is harmonization is going just great.
We're working really hard towards that, as you know, and it's really important to us that we not create regulatory arbitrage. At the end of the day, we all want the same thing. We want fair, competitive markets with equal access. We want markets where risk is calculated in the right way. And you're absolutely right. I mean, there was false liquidity. And I think many of us have forgotten about 2008 and the fact that that was not really real liquidity. And so the fact that there's less fake liquidity doesn't really bother me that much. To talk about CCPs, you know, one of the constructs of Dodd-Frank was to make clearing central. And that was because we knew so little about the dark market that was operating that really created the devastation in 2008. Particularly in the credit default swap market. It was clear that the firms had not correctly priced in the risk, you know, at that time, and it was clear they were using other people's money, i.e. taxpayers' money. And so I think clearing has worked in the sense that it's opened up, it's basically shown a light into the dark markets where we didn't really know what was going on, and that type of transparency, frankly, I think is really important. For markets to work efficiently. And I think the only way to really have the confidence of investors is to make sure that they can see the markets that are there and that they are transparent. Having said that, we are concerned, and we have looked at the question that people have addressed in terms of whether or not our CCPs, whether we've created yet a different type of market risk structure with CCPs. And you know, there's been a lot of debate about things such as, you know, whether there's sufficient skin in the game and whether the incentives were aligned properly. We know a couple of things. We know that to the extent that we have highly liquid securities that, you know, like interest rate swaps and CDSs, for example, clearing really has grown because of those markets, and because of it, you know, there's a lot more activity in those markets, and that's really good. We also know that we have to make sure that the risk management is really robust at these CCPs. They're doing you know, correct stress test scenarios, and that process is also transparent. You know, we know that some of the CCPs, they use different assumptions, they have different methodologies, they have different ways to calculate variation margin. And we're hearing pretty clearly from the marketplace that we want transparency there. It's really hard for market participants to make comparisons against CCPs when the standards are not consistent. So it's apples to oranges comparison. So we do know that we would benefit by having some standards in place. And we do know on an international level that work is being done in that regard, and we're quite involved in that as well, which is really important. The other thing is, you know, we want to make sure that the incentives are aligned for the clearinghouse members. You know, to the extent that there is a default of a clearinghouse member, which we think is highly unlikely, we want to make sure that the market understands what will take place. What do people mean when they talk about recovery or resolution? You know, in that context, people want to know whether or not the default fund is sufficient to cover the loss. And we hear from you know, market participants like asset managers, for example, who have their own fiduciary obligations to their customers. They want to make sure that their clients are not exposed to some unforeseen risk due to mandatory clearing. So I think we're asking, you know, all the right questions in that regard, and I do think that the level of discourse has become a lot more sophisticated than it was, you know, for example, a year ago. I think, you know, people don't question, you know, whether or not there should be skin in the game, but then the question is how much should it be, and you know, whether in fact you could have standards that are consistent across products. And I think, you know, one of the areas that we have looked at even more recently, in which, as you know, the U.S. Prudentials have addressed the
unclear margin and whether or not the margin for uncleared instruments is correct. And that's something that we at the CFTC are looking at quite closely and deciding how we come out on that debate. So, you know, So do you think that you will get an agreement between Europe and CFTC on this issue? you know, I was asked that question earlier today, and I said I go from optimistic to very optimistic to somewhat optimistic. And today I'm optimistic, you know, because again, it really doesn't benefit us to create sort of a regulatory arbitrage. I do think it's, you know, I think the delay has been important because it's more important for us to get this right, and it really is, it is complicated. And so while initially I may have been somewhat frustrated that it's taken so long, and that creates uncertainty, which is not fair to the marketplace, but I think it's even more important that we get this right. Merci Sharon. Une réaction rapide de Benoît Queuret et d'Alain Papias, s'il vous plaît. Benoît? Yeah, I just wanted to add a word on CCPs, and I'll do it in English because I wanted to support and strengthen and be consistent with everything Sharon just said. I'm not going to say anything on the discussion between the US and Europe because that's European Commission. I just wouldn't dare do that on behalf of the Commission. But on CCPs generally, I'm chairing the Committee for Payments and Market Infrastructures in Basel, and we have joint work with IOSCO. We have an incredible amount of work. That's really a lot of hard work on CCP resilience. We are monitoring the implementation of the principles for financial market infrastructures. We've done that for the US, Japan, and the EU already, and it's being done now for other constituencies. We have a lot of work on recovery and resolution of CCPs. We had some guidance out for consultation already, but we are now doing more work, more granular work, and that's really centered around stress testing, just as Sharon said. So stress testing is really the instrument that will allow us to understand better the way CCPs manage their risks. We already have surprises, by the way, coming from the surveys we've done. Some bad surprises, some good surprises. So we'll review. It's a pretty wide range. Yeah. I won't say more and no names, but it's a pretty wide range. And so we're reviewing that experience, and will come presumably second quarter 16. Will come with the consultation for possible additional guidance on CCP resilience, including maybe guidance for somehow more harmonized stress testing in CCPs. What is very important here is that resilience is not only about financial resources. Cyber resilience of infrastructures is also very important, and we have a report for public consultation on cyber security in financial market infrastructures, so any reaction will be welcome. It's out for consultation until December. And finally, we've got to be consistent with bank supervisors. So Alain will be happy to hear that. We spend quite a lot of time discussing with the Basel Committee to make sure that we are consistent. This should not be a hot potato game where we're trying to shift risk around, pushing risk out of banks towards CCPs and then out of CCPs towards banks. This is not the way this should be organized. So we are having good discussions with the BCBS, in particular on one particularly important issue, which is how to calibrate the leverage ratio so that it does not create disincentives for central clearing. And that is a very important issue. Un commentaire sur les CCP, Alain? Je dirais, moi, je partage complètement ce qui a été dit. Je crois que, à la suite d'un certain nombre de faillites de contreparties dans le monde bancaire, le fait d'avoir des CCP est un point positif. Je crois qu'il faut, comme le disait la commissionnaire et Benoît, être lucide sur le fait que plus on va clearer par les CCP, plus on concentre le risque systémique en un endroit. Donc je crois qu'il faut qu'on soit lucide là-dessus. Ce qui veut dire que, en dehors du risque financier, le premier risque pour moi, il est opérationnel. Si un CCP a un énorme risque opérationnel, la planète des contreparties
voilà, aura à payer pour ça. Donc il faut absolument que leur système, leur process soit au carré. Deuxième sujet, ce sont quand même des gens qui vont avoir tendance à amplifier les phénomènes de marché. On l'a vu en Europe avec nos amis de LCH quand ils ont brutalement en une journée augmenté le niveau de haircut sur la dette italienne. Ça a été un peu shaky quand même dans les arrière-cuisines, hein, parce que ce jour-là, pour n'importe quelle banque qui avait du papier italien, elle avait pu 85 cents contre 100 $, mais elle avait plus que 75 cents. Et il y avait quand même des gens qui étaient un tout petit peu court de cash. Donc ça peut avoir un phénomène amplificateur de marché, il faut le savoir, il faut l'intégrer. Et la troisième chose, c'est que pour les CCP dans certains pays émergents, je dirais que le système de la coopérative avec des gens dont les régulations ne sont pas les mêmes et dont la santé financière n'est pas la même, pour les très grandes maisons, on a quand même l'impression de louer via la CCP notre rating gratuitement, ce qui est quand même un exercice qu'on n'aime pas trop faire. Voilà. Merci Alain. Sharon, sorry, we are a bit late now. It's my fault. Benoît Curé has already mentioned the cybersecurity challenges. Could you tell us regarding this new risk, I don't know if it's new, but this kind of risk, the IT risk, the new technology risk, the cyber resilience, as a CFTC commissioner? Is it a real concern, and what do you intend to do? It's a big concern. I actually consider it one of the largest market risks, and it's global in nature. It's not, cybersecurity has no boundaries. So it really does pose a major risk to both market integrity as well as stability. And it seems to me that there have been attacks at major international companies and even governments becoming targets of cybersecurity attacks as well. So, we asked our market participants, I met with some of the largest financial market participants to ask them what they were doing in this regard, because I was really so concerned. And a couple of things, I was really alarmed by the intensity and the quantity of the attacks. But at the same time, I was really heartened by how seriously this is being taken by our financial institutions. They're doing, a great job in terms of applying best practices, to make sure that they have robust testing. Because having a robust cybersecurity program is not a check-the-box exercise. It's like the minute you think you got it right means you're not doing the right thing. It should always be an ever-evolving, process. And I think, talking about, Ellen, the operational risk, that's really kind of one of them, as well. So I think it's something that we just have to be really robust and make sure, we do have requirements that our registrants have system safeguards in place. We have specific rules that address that, and we at the CFTC will be, coming out fairly soon with some additional guidance to the marketplace. We've also looked at the Bank of England CBEST program to see if there's some things that we can learn from that experience as well. So what I can say is this something that the whole marketplace is working heavily on as well. So I'm really heartened to hear that. Did you want me to talk a little bit about HFT as well, or no? Very quickly, please. Okay, I know we're running out of time as well. So the other thing too is that, and we mentioned a little bit the role of high-frequency trading as it related to the flash event of October 15, 2014. And they are new players to the market. And we've heard from some people it's a good thing, and from some people they're a bad thing. It depends on who you talk to. But we do know we don't want to stifle innovation, and technology is increasingly important. At the same time, we want to make sure that market players who are using automated trading to, for trading purposes, that they understand, the rules of the road, and that they have things like kill switches. And I always draw the analogy, it's like driving a car that, before you turn on the ignition and pull out of your driveway, you want to make sure that your brakes work and that your lights come on. And so we would hope that, at a minimum, that people know exactly what their programs are doing and have the ability to stop them if things go, wacko, if you will.
And again, we will, as a commission, be putting out some guidance there, more in the lines of, test controls and things like that, and not with the intent to stifle innovation at all. Merci. Encore une fois, le temps passe. Sur la cyber security, je crois que Benoît Cœuré a déjà aussi fait référence rapidement. En France, nous y travaillons aussi à l'AMF, mais c'est un sujet aussi que la Banque de France traite très sérieusement, à mon avis. Et comme l'a dit Benoît, nous avons également un papier de consultation internationale actuellement qui vient d'IOSCO et auquel chacun d'entre vous peut bien sûr répondre. Dominique Sénéquier, sur la cyber sécurité, un commentaire? Non. On le met en rang 1 des risques sur lesquels nous avons à faire face actuellement. C'est plus que le rang 1. D'accord. C'est la super des priorités parce qu'on est extrêmement fragile là-dessus, parce que d'abord, nos clients, c'est la confiance. Et s'il y a un risque de cybersécurité, s'il y a un accident, bien, je pense qu'on est très vite à terre dans la confiance des clients. Et le problème, c'est les attaques. Aujourd'hui, on a des attaques. Il y a de nombreuses gens qui usurpent votre adresse mail. C'est extrêmement facile. Et donc, ça demande une réactivité et je veux dire, on a encore, malheureusement et heureusement, de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans la machine. Quand les gens reçoivent des mails avec une adresse de quelqu'un qu'ils connaissent, ils ont tendance à penser que c'est vrai. Et donc, je pense que la cybersecurity, ça va être le sujet des 12 prochains mois ou 24 prochains mois. Je considère que c'est gigantesque et qu'on est d'une fragilité devant ça, pour l'instant, immense. Benoît, juste un mot? Oui, non, juste un mot plus général. Au-delà de la cybersécurité, il y a une prise de conscience aujourd'hui très aiguë dans la communauté des régulateurs de la vitesse du changement technique dans le secteur financier. Donc je voulais vous rassurer aussi là-dessus, que ça n'est pas passé inaperçu auprès des régulateurs. Et en particulier en matière de fonctionnement des marchés financiers, et y compris en termes d'infrastructures de marchés financiers. Donc un sujet comme par exemple l'utilisation des distributed ledgers, je ne sais même pas comment on dit en français, mais ça doit exister en français, des registres distribués, je ne sais pas, enfin du blockchain, disons, dans les infrastructures de marché, et le potentiel que ça a potentiellement de remplacer un certain nombre d'activités, enfin de transformer un certain nombre d'activités comme l'activité de règlement livraison, ce sont des sujets qui sont en train de monter très très rapidement sur l'agenda des régulateurs et auxquels nous consacrons beaucoup de ressources. D'accord, merci Benoît, mais ça fera l'objet d'une table ronde dans 1, 2 ou 3 ans. On devait parler du shadow banking, on n'a plus beaucoup le temps, on l'a déjà beaucoup évoqué. Je vais juste demander à Dominique Sénéquier, peut-être sur le shadow banking, sur la montée justement de l'asset manager en tant que concurrent, si je peux dire ça, des banques. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très confiante sur les asset managers parce qu'ils sont hautement contrôlés, ils sont des gens très professionnels, etc. Je pense que le risque qu'on a, c'est quand même une répétition du rôle primordial des agences de notation dans les risques qui sont pris directement par des institutions qui se tiennent, qui font du rôle sur les assets. Donc ça, je pense qu'on est quand même revenu aujourd'hui complètement dans un énorme marché, l'idée par des agences de notation avec les risques que ça comporte qu'on a déjà connus. Pourquoi les agences de notation? Parce que je ne vois pas pourquoi certaines erreurs du passé, même s'il y a un petit peu plus de réglementation dans ce secteur-là, je ne vois pas pourquoi certaines erreurs du passé ne recommenceraient pas. Voilà. Bien, c'est inquiétant. Rapidement, Alain Papias ou Benoît Cœuré, une réaction? Non? Je dirais, moi, le plus gros sujet, je vais un petit peu dans le sens d'ailleurs de Dominique, c'est que moi, je ne sais pas définir le shadow banking, sauf qu'en étant banquier, la définition, c'est tout ce qui n'est pas bancaire. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Tout ce qui est financier, pas bancaire. Je pense qu'à l'intérieur du shadow banking, il y a des choses assez bien régulées, il y a des choses qui ne sont pas régulées du tout, y compris d'ailleurs les fonds de pension, qui sont très faiblement régulés, à la différence des assureurs vie. Dans certains pays, et de fait, on connaît depuis 5 ans, la recherche du yield a forcé des gens à aller chercher des papiers
ratés, et avec des rendements qui peuvent réserver quelques surprises, y compris quant à la prise finale. Parce que quand on me dit, après des lancements de CLO, il n'y a pas eu de désastre au bout d'un an, les banquiers sachent que ce n'est pas dans l'année qui suit le LBO qu'il y a un désastre. C'est plus exactement à l'échéance. Donc rendez-vous dans quelques années ou mois. Merci. Comme on n'a plus beaucoup de temps, j'ai envie de poser la question de la fin à Catherine Mann. In France or in Europe, I would say, do you think that we have an appropriate balance of financing between debt financing, between shadow banking and market-based financing? And it's also a question regarding CMU debates, capital market union debates, which we are in the middle of this discussion, as you know, after the proposal of the European Commission. Right. We've got some research out that's on to finance inequality and growth, looking at different kinds of financial instruments and how it might be related to both growth in an economy, but also equality in an economy. And so the question is financial deepening by all different kinds of instruments equally good? And is there any tiering of where the financial instruments somehow turn out to be maybe not so good? And so what we do find is that there's tiering of the instruments in terms of financial deepening, that all finance is not the same. So we can look at equity, bond, and bank, and then within bank, different kinds of destinations or borrowers. And the tiering is such that in the equity markets, in fact, there's no U-shape. Equity markets in general, the more the better in terms of growth, positive correlation throughout the observed data for Europe. Now, with regard to bank and bond financing has a bit of a curve over, but it's way out in terms of the ratio of bonds to GDP. Bank financing is the one that is the most interesting because it is relatively bank financing as a share of GDP up until about 80% is positively correlated with growth in the economy, but then it starts to be negatively correlated. You again have too much bank finance, too much financial deepening in terms of bank. Now, is all bank finance the same? And the answer again is no, that bank finance to households is the most fragile in terms of the relationship between financial deepening and growth. Bank finance to businesses, relatively better, but does turn over and have a negative correlation back closer to 100% of GDP. Why is this? What's the story? I think it goes back to what I was talking about at the beginning is what is the financial credit going to, and does what it's going to end up creating the wherewithal to repay the obligation that's being undertaken? If you look at a house, basically the requirement is that you have an increase in the price valuation of a house, and that's the only way that you can make bank finance on a house for real estate to a household, make it worthwhile. Whereas if you give bank finance or bond finance to a corporate, then that's being undertaken into some real investment activity, plant equipment, computers, whatever, services, and that's generating the wherewithal to repay the obligations. It's also supporting an increase in capital stock throughout the economy and increasing the potential rate of growth. Now, there's some also interesting issues with regard to inequality, but I think under the time constraints, I won't get into that, but if anybody wants to know about it, come see me afterwards. Merci Catherine. Pas de réaction. Écoutez, dans ces conditions, je vous propose d'arrêter là notre table ronde. Si vous souhaitez poser une question à l'un des participants, vous aurez de toute façon la possibilité dans le cocktail qui va nous rassembler après ces entretiens. Et donc, je voulais beaucoup remercier tous les participants à cette table ronde. J'espère qu'elle vous aura intéressé et laisser le vrai mot de la fin, la conclusion, au président, à Jean-Claude Trichet, qui va intervenir maintenant.